Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, réaction à l'actualité, au ditching, comme on dit, à l'amérissage d'un Boeing 737, non pas MAX, mais 200, cargo de la compagnie Transair, juste à côté d'Hawaï, à côté d'Honolulu. C'est le vol Transair 4810 qui, au milieu de la nuit, vers 2h30 du matin, a décollé, a eu un gros souci et s'est retrouvé à amérir à quelques kilomètres de la côte. Ils ont été récupérés par des gardes-côtes américains, US Coast Guard, à bord d'un MH-65, qui est une version américaine du Dauphin. Et pour l'instant, la condition des deux pilotes n'est pas connue. Ils étaient vivants, mais un des deux en mauvais état au moment où ils ont été récupérés. Ils sont actuellement à l'hôpital. Ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est vous expliquer un petit peu. On va faire les choses un peu à l'envers aujourd'hui parce que je sais que c'est le week-end, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Les gros points. Et ensuite, derrière, nous allons analyser ce qui s'est passé. Comme ça, ceux d'entre vous qui en veulent aller straight to the point ou qui ont déjà creusé un petit peu cet événement, vous aurez quelques takes parce qu'il y a pas mal de choses à retenir de ce point. Alors, si vous êtes pilote d'aéroclub, regardez ça, regardez ces points juste avant d'aller voler. Allez, c'est parti, jingle. Vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Alors j'en profite quand même pour vous dire que sur Mach1.tv, nous avons sorti hier une vidéo sur le Stearman où je teste le Stearman avec nos camarades à Briard de MH Plane. C'est sur Mach1.tv. Avec le coupon Rafale, ça vous fait 50% de réduction sur l'année d'abonnement à Mach1.tv où vous avez plein de reportages produits par plein de boîtes de production différentes, c'est du SVOD, d'aviation, c'est sympa et en plus ça sera bientôt en version anglaise également pour ceux qui aiment bien l'anglais. Ok, T4810, le Transair 4810 là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la compagnie Transair, ils ont 5 737, 5 bombardiers SD360-300, c'est donc du 737 de très vieille génération qui fait du vol très court courrier dans un environnement plutôt tropical où il fait chaud. Donc, au niveau de la fatigue de la cellule, tout ça, c'est un peu le pire. C'est un avion qui n'est pas ETOPS. L'ETOPS qui vous permet de faire des vols long courriers au-dessus des espaces océaniques, des longues branches au-dessus de l'espace océanique et qui nécessite une procédure particulière pour les équipages, procédure particulière de maintenance qui permettent de augmenter un petit peu le niveau de sécurité. Donc là, ces avions-là n'étaient pas ETOPS, n'étaient pas assujettis à toutes ces restrictions de maintenance. Attention, ils ont quand même toutes leurs restrictions, mais c'est un niveau légèrement différent de ce qu'on peut avoir quand on est d'habitude à faire des grandes étendues d'eau. Au niveau des points très intéressants de cette vidéo, dans un premier temps, c'est tout ce qui est autour, et je le répéterai jamais assez, de la communication. Le point que vous allez entendre dans l'étude derrière, le point principal, c'est tout simplement que nous n'avons pas l'impression que l'équipage est vraiment en contrôle de la radio, en contrôle de la communication à la radio. Alors comment est-ce que vous faites en tant que pilote pour reprendre le lead, pour prendre le contrôle de la radio, pour s'assurer que le contrôleur aérien vous aide et tout, vous déclarez un Mayday. On n'entend pas clairement le Mayday et après avec votre indicatif il y a Mayday, ce qui accessoirement peut éviter les confusions de call sign quand il y a deux compagnies de la même compagnie aérienne en vol en même temps. Et là c'était le cas. Donc vous faites un Mayday fort, clair et net et après vous mettez Mayday sur toutes les fréquences où vous êtes et dès que vous parlez vous dites que vous êtes T4810 Mayday. Comme ça c'est ultra clair. Vous êtes pilote d'avion léger, une pilote de n'importe quoi, c'est pareil, Mayday, Mayday, Mayday. Quand il y a un problème, vous faites ce message. Vous pouvez me dire, ah, mais on pourrait faire panne. Vous avez un bimoteur, vous avez un souci moteur, Mayday. Au pire, après, derrière, vous le passez en panne. Mais le Mayday va s'assurer que le contrôle aérien comprend la gravité de la situation. Le contrôle aérien va automatiquement passer en mode « Ah là, on est dans le cadre du Mayday » et leur entraînement va kicker in, comme on dit. Ils vont se dire « Là, on est dans un cas de Mayday ». Sinon, il y a toujours cette zone un peu de flou et ils ne comprennent pas vraiment l'urgence que vous avez. Et ça peut que vous être reproché après. Donc, vous avez un souci, c'est le Mayday ou c'est le pan-pan. Très important. Il y a également un terme qui est très présent chez les Anglais, très présent en Amérique du Nord également souvent, c'est si vous commencez à avoir des soucis avec le contrôle aérien, ou vous êtes en train de gérer votre panne, et que le contrôle aérien vient avec des questions, des remarques, des choses qui ne vous intéressent pas, qui vous gênent,
soit vous ne répondez pas, soit vous lui dites « Control Stay Out ». Control Stay Out, en gros, ça veut gentiment dire contrôle. Alors dans l'armée, on a zip-lip, c'est-à-dire vas-y, tu te tais, je ne veux plus t'entendre. Mais Stay Out, ça veut dire laisse-moi gérer ma panne. Laisse-moi faire, je reviens vers toi quand j'ai la bande passante. Aviate, navigate, communicate, je vous le dirai jamais assez. On pilote l'avion, ensuite on gère la trajectoire et ensuite on communique. Et vous allez voir que d'après les relèvements que l'on a là, déjà les infos, on peut dire que l'aviate, il y a eu des soucis. Du coup, en navigate, vous allez voir que ça a un impact et que le communicate, voilà, il n'était pas efficace. Pourquoi? Parce que le aviate, le navigate, il n'était pas bien. Donc, d'un point de vue leadership dans l'avion, on sent qu'il y a, il y a quelque chose qui gêne. Je ne sais pas quoi, on le saura après l'enquête, mais il y a un petit quelque chose qui gêne. Donc, aviate, navigate, communicate, si vous pilotez bien votre avion, si vous êtes maître de votre trajectoire, derrière, vous avez la bande passante, faites votre mayday, vous dites ce que vous voulez et vous prenez ce leadership. Sinon, ça fait ces flottements que vous allez entendre qui sont pas agréables et qui sont mauvais pour la sécurité. Très bon point pour la discipline radio des autres aéronefs sur la fréquence. Quand ils ont vu qu'il y avait un souci, les gens se attendaient. Le gros point. Le gros point de cette vidéo, regardez là, les petits graphiques que je vous ai mis, c'est la gestion des paramètres. Les informations qu'on a à l'heure actuelle, c'est que l'avion a décollé, qu'il y a eu un souci sur un réacteur. Ensuite, derrière, il y a eu un réacteur qui montait en température et il s'attendait à le perdre. Et ensuite, derrière, ils n'ont pas réussi à revenir. Un bimoteur, c'est un avion qui peut voler, décoller, tout faire sur un moteur. Après, peut-être qu'ils ont eu des soucis autres. Le train qui ne rentrait pas, les volets qui ne rentraient pas et qui ont fait du mal à leur performance. Je ne suis pas pilote de 737-200, je ne connais pas la masse et centrage de cet avion au décollage. Néanmoins, ça devait être plutôt des vols courts, il n'était sûrement pas plein d'un point de vue pétrole. C'est très bizarre quand on voit ce graphique là de vitesse. Regardez, donc on a le décollage, ça accélère, pouf, ça monte. On est aux alentours des 130 nœuds, quelque chose comme ça. Ça accélère gentiment, ça accélère, on va chercher quasiment les 300 nœuds. Alors, il doit y avoir du vent. Je vous rappelle qu'on est normalement à 250 nœuds en dessous du niveau 100. Donc, peut-être qu'ils avaient déjà un souci. Et là, boum. Qu'est-ce qui se passe? Regardez cette vitesse. Elle est en permanence en train de descendre. Et l'altitude, pareil, on voit qu'ils se battent. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, mais pas beaucoup. C'est pas stable. Donc, c'est sûrement, c'est à la main. On voit que ça ressemble à une trajectoire à la main. Donc, pas au pilote automatique. Mais regardez, il voit qu'il y a un petit souci de vitesse. Tiens, je veux récupérer de la vitesse, je pousse un peu sur manche. Après, j'essaye de remonter, je retire, je repousse un petit peu, je monte, je retire, je pousse un petit peu. Bref, c'est très bizarre. Et au niveau de cette vitesse, ils ont beaucoup de mal à la stabiliser. Et en termes de vitesse de planer, enfin voilà, c'est un petit peu bizarre. Au niveau du bilan énergétique, on voit qu'il y a un souci. Et c'est là où il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que si vous perdez un réacteur, vous prenez votre vitesse qui va bien, vous stabilisez vos paramètres, vous continuez en vente arrière, vous éloignez du terrain, tout est bien stable, vous pouvez faire votre checklist, vous revenez, vous vous posez. C'est un petit peu la trajectoire qu'ils faisaient. Quand on regarde la trajectoire, ils décollent, ils virent, ils se stabilisent en vente arrière et après ils reviennent. Sauf que ça, vous le faites si vous arrivez à avoir des paramètres stables. Si vous n'arrivez pas à stabiliser votre vitesse, c'est qu'il y a un souci et vous ne continuez pas à vous éloigner du terrain, à vous éloigner de la Terre. Donc là, il y a une énorme incohérence, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'ils sont en éloignement en train de descendre avec des paramètres pas stables? C'est un gros point dont l'enquête faudra qu'elle nous explique parce que là, je n'ai pas les éléments pour comprendre, ce n'est pas aéronautique, ce n'est pas logique. Donc la seule, voilà, une raison, ça pourrait être des choses qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Ça pourrait être une tunnelisation mentale, ils sont occupés à gérer les checks ou autre. Ça pourrait être un souci dans le cockpit. Bref, plein de raisons qui font que là, ils ne sont pas en train d'aviater. Aviater, c'est d'abord, je m'assure d'être à la bonne vitesse. Je suis stable, mes éléments sont bons. J'ai la vitesse, tout va bien, c'est stable. OK, maintenant, navigate. Eh ben, c'est stable, je m'éloigne, je fais ma check. Communicate, j'explique, je fais demi-tour, on brief, on se pose. Les pilotes de ligne sont très bien entraînés à ça. Dans ce cas-là, ça ressemble à du aviate, non pas vraiment, mais j'arrive pas, mais on essaye quand même. Navigate, on va aller par là. Communicate, ouais, on essaye. Bref, on essaye un peu tout faire en même temps, d'où cette trajectoire bizarre. Donc, je ne jette la pierre à absolument personne. Je dis juste que ce n'est pas normal de voir un graphique comme ça, avec si peu de tenue des paramètres. Donc, à partir de là, peut-être que dès le début, ils ont eu en fait une double panne moteur. Mais si vous avez une double panne moteur dès le début, ils ne l'ont peut-être pas identifié rapidement, d'où cette trajectoire qui partait trop en éloignement. Ils auraient dû revenir beaucoup plus tôt vers le terrain.
Pourquoi une double panne moteur? J'ai fait toute une vidéo dessus, parce que c'est un gros sujet, le double panne moteur, donc il y a toute une vidéo sur la chaîne là-dessus. Néanmoins, dans un cas comme ça, on peut penser à la pollution du pétrole, à un souci au niveau des filtres, à de la collision aviaire, par exemple, comme Sully, mais il l'aurait sûrement entendu, il l'aurait sûrement annoncé, mais un cas logique, voilà, peut-être une collision aviaire avec une dégradation, grosse dégradation au niveau des moteurs, et qu'ils auraient du mal à identifier. Ça, c'est vraiment les gros points. Après, ça peut être de la maintenance, mais là, ce que la maintenance, les deux moteurs en même temps, c'est très rare. Donc voilà, de toute façon, là, on peut que supputer. C'est pas très pro de supputer, mais je vous donne quelques éléments de réflexion. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est nous allons regarder avec ça en tête les échanges radio. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, qu'on fasse un petit peu ce sum-up au début. Et pour info, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous prépare une super vidéo sur le jump en super étendard. Allez, c'est parti. Donc là, nous avons les informations. Je vous mets le lien en dessous. We can't maintain altitude, VAST Aviation, qui est génial, qui à chaque fois nous sort toutes les informations. Allez, c'est parti. En termes de météo, eh bien, il fait grand beau. Few 2500 pieds, Skater 4005, 26 degrés. Donc en termes de performance, c'est pas trop impactant. Sur 18, anticyclone, bref, il fait grand beau. Pas de souci de météo. Ils se sont ditchés à 3 nautiques d'un autre terrain. C'est parti, on va voir tout ça avec les trajectoires. Ils décollent en piste 08 right, ils sont autorisés à décoller. RDS 810, vous voyez c'est là, et l'autre RDS, c'est un avion de la compagnie. Ok, dès le début, ils ont un souci, ils disent qu'ils vont devoir revenir. Ok, donc là, il annonce qu'il y a une emergency, mais c'est pas comme ça qu'on fait. On dit Mayday, Mayday, ou on dit panne, panne, panne. Dire qu'on a une emergency, ça ne résonne pas dans le cerveau des gens qui ont une très grosse charge de travail. Et là, nous sommes de nuit, et les contrôleurs aériens ont différentes fréquences à gérer en même temps, donc ça fait pas de tilt vraiment dans sa tête. Ok, donc là, on a un autre avion de la compagnie qui, lui, est à 2400 pieds. Pareil, un 737-200. Donc là, vous voyez, c'est les indicatifs avec leur altitude et avec le type d'aéronef. Vous avez deux terrains. Ici, on a le Lulu. Ici, on a un autre petit terrain, mais qui est éteint. Encore une fois, il est très tard dans la nuit. Lui, il doit venir faire son approche pour venir se poser sur le terrain. Il vient d'être clearé. À aucun moment, la contrôleuse aérienne n'a acknowledgé que le 810 était en urgence. Radar contact, turn left, heading 0900, join Victor 2, resume navigation, climb and maintain 13,000, stay out. Donc là, vous avez la contrôleuse aérienne qui essaye de dire à 810, mais va faire ta navigation, pars dans le sens que tu veux, alors que 810 lui a annoncé avant, mais sans que ça soit collationné, d'où l'importance dans la communication de toujours s'assurer que l'autre a collationné. Eh bien, elle essaye de leur dire, mais partez faire votre nav, et c'est pas qu'ils ont décidé de revenir. Donc déjà, accessoirement, c'est pas bon pour la déconfiguration avec les deux avions, mais bon, là, c'est pas gênant. Mais très important. Ça veut nous dire quoi? Ça va nous dire que le pilote qui a fait le call dans le 810, il n'a pas la charge mentale, il n'a pas la bande passante pour s'assurer que la contrôleuse avait bien compris son emergency. Donc là, il fait un radio check, il dit, tiens, elle n'a pas dû m'entendre. Donc là, c'est le dialogue de sourds par excellence. Tout ça parce que 810 n'a pas fait un mayday dès le début. Donc là, dans la foulée, elle a entendu que 810, il a perdu un moteur. Et là, elle parle à 809, elle lui dit annule votre approche et tournez à gauche au 240. Donc là, la 810, elle comprend pas trop, qui est en train de foncer vers 809 et elle essaye de faire dégager 809. Là, elle s'achète du temps. Et donc là, à ce moment-là, alors qu'en fait, vous avez 810 qui était en dialogue avec la contrôleuse, là, la contrôleuse, plutôt que répondre à 810, elle parle à 809, elle donne des ordres à 809. 810, il croit que c'est pour lui les ordres. Donc là, c'est textbook, ça ira dans tous les cours de CRM aéronautique, c'est textbook de comment pas se comprendre.
Rose Express 810, you're cleared visual approach runway 4 right, you can turn in towards the airport. Donc là c'est bien, elle autorise 810 à venir faire cette approche visuelle piste 4, qui est en gros la piste la plus facile à revenir. Donc elle a dégagé 809 et 810 elle les autorise à se poser. Encore une fois, vous avez deux aéronefs avec quasiment le même indicatif. L'utilisation du Mayday aurait permis d'éviter ces cacophonie. Heading and just keep me advised and maintain 2000 if that's the altitude you'd like. Donc là 810, ils ont déjà décollé depuis quelques temps, mais ils disent là on a besoin de faire nos checklists, ce qui est normal, hein, si on perd un moteur, ce qu'ils ont annoncé. Ils ont toute leur checklist à faire, des petits calculs, tout ça. Donc ils disent on a besoin de temps, donc ils se disent on est en vente arrière. Comme ça, quand on sera prêt, on tourne en base, on intercepte et on se pose. Jusque là c'est logique en N-1. Voilà, il se dit on va rester à 15 nautiques du terrain, ce qui est un peu loin, mais ce qui est complètement compréhensible. 15 nautiques, 2000 pieds, on est quand même sur le bord loin et bas. Hein. And Rose Express 809, can you make the turn back in now to the airport? Company's not coming in quite yet. Et donc là, elle se dit, tiens, bah, j'ai 809, je vais essayer de le réinjecter puisque 810, il est en attente. Si vous faites un Mayday, normalement, 809, il passe pas devant. Hein. Maintenant, imaginez 809 vient et 809 a un accident sur la piste, c'est 810 qui est content. Mais bon, il n'y a rien qui l'interdit. Donc là maintenant, 809 à qui on a dit paro de 40 revient. Donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on augmente la charge de travail pour tout le monde. Il est 2h30 du matin, c'est pas très sécu. Hein. On pourrait faire plus propre. And Rose Express 810, when you get a chance, can I get, the nature of the emergency? I know you said an engine out. Which one? How many souls on board and fuel? Donc ça, c'est une demande classique du contrôle qui ont besoin de savoir combien on a de pétrole à bord, combien il y a de SAO, d'âmes à bord et la nature d'urgence. Donc là, comme ça, on a sur à la radio. Donc là, au niveau de la voix du pilote à la radio, ça a l'air d'aller. Hein. Je vous rappelle quand même que pendant ce temps-là, les éléments, ils sont absolument pas stables. Donc là, vous voyez, on était à 2200 pieds, là, ça descend. 1800 pieds. 1700 pieds, très loin du terrain. Ils sont bas. Là, ils sont bas. Donc là, vous voyez, en fond, je vous ai mis, j'ai pris un petit Airbus avec ça sur Flight Simulator pour vous montrer un petit peu la zone de jour. Je vous rappelle que c'est de nuit et que vous ayez une petite idée des altitudes, tout ça. Donc, j'ai pas fait exactement la trajectoire, je m'en suis inspiré. Et l'idée, c'est de vous montrer à quoi ressemble toute cette zone. Nous sommes maintenant à 1600 pieds, toujours en descente, et ça descend fort. Ils ne voient plus le terrain. Ils sont tellement bas et loin qu'ils ne voient plus le terrain. Il fait beau, mais ils ne voient plus, ils sont trop bas. Donc là, ils sont maintenant à 1200 pieds. Ils disent qu'ils vont peut-être perdre l'autre moteur. Ils ont déjà perdu plus de 1000 pieds. Et là, c'est le gros point d'incompréhension. Si l'autre moteur fonctionnait quand même, eh bien, ils n'auraient pas eu à descendre comme ça. Donc là, il y a quelque chose de pas cohérent entre les informations que l'on reçoit de l'équipage et la trajectoire vue grâce au radar. 040 heading Rose Express 810. On arrive à 1000 pieds. C'est très très bas si loin du terrain. And Rose Express 810, is it 2 souls on board and also how much fuel remaining? Là, on voit que le pilote qui fait la radio, donc on a soit un pilot flying, soit un pilot monitoring. Le pilote là, qui fait la radio, il a clairement l'air d'être derrière l'avion, il lui a pas fait le call avec toutes les informations. Et la contrôleuse, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Et vas-y que je te parle, et vas-y que je te parle, et vas-y que je te prends de la bande passante. Et le contrôleur, le pilote, il est en mode bon follower, j'écoute la contrôleuse. Sauf que là, il passe 1100 pieds, ils ont perdu 1000 pieds depuis tout à l'heure.
c'est là où c'est important de faire preuve de leadership à la radio, de gérer son avion, Aviate, Navigate, Communicate. Pourquoi on descend comme ça? Et on ne peut pas être aussi calme à la radio ou accepter de se prendre autant de messages qui ne sont pas forcément si utiles que ça, alors que voilà, ça descend, ça descend. Donc la gestion des priorités en aviation est indispensable. Et là, on voit qu'ils ont l'air de subir le rythme lent donné par la contrôleuse. Voilà, stand-by quand même. Il dit, t'es gentil. Road Express 810, fly heading to 050. 050, Road Express 810. Là, on a eu un collationnement de l'autre pilote. On voit que la voix est un peu plus énervée, un peu plus excitée. Ça doit être le pilote qui est en train de piloter l'avion. Ils ont perdu le moteur One et là, ils vont directement vers le terrain et ils demandent les secours. Ils sont à 800 pieds, très loin du terrain. Ils vont perdre l'autre moteur. Notre moteur tourne chaud et là ils disent speed is, that doesn't look good. Donc là, voilà. Et là, ils ont conscience qu'il y a un gros souci. Maintenant, c'est très très rare d'entendre un équipage qui dit qu'on a un moteur qui est chaud, qu'on va le perdre. Si vous avez un moteur qui est chaud, vous réduisez un peu. Donc en fait, ils ont un moteur qui peut-être tourne mais ne pousse pas. En tout cas, vu les paramètres, ça a l'air d'être le cas. Donc ils ont peut-être un feu moteur. On ne sait pas. Et là, c'est intéressant, Speedies, il n'arrive même pas à verbaliser sa speed. À ce moment-là, à 700 pieds, Speedies, ils sont à 130 nœuds, quoi, un truc comme ça. Toujours pas d'emergency de m'aider. Hein. Enfin, ils disent emergency, pas m'aider. Voilà, là, ils filent les infos, ils sont à 700 pieds. Hein, 700 pieds. And Road Express 810, how many people are on board? Road Express 810, Roger. Do you have the airport in sight? Donc là, ils sont 2 à bord. C'est un vol cargo, heureusement. Road Express 810, do you have the airport in sight? Negative. Là, on voit que c'est le pilote qui répond. Low altitude alert. Are you able to climb at all? No, negative. Road Express 810, Roger. Proceed direct to the airport and you are cleared to land any runway. We need a heading. Donc là, on voit qu'il y a eu un changement clairement, en termes de rythme, en termes de tout. Donc là, je pense que c'est le commandant de bord qui parle. Ouais, qui, lui, a plus conscience de la situation. On est dans un style qui est différent. C'est des phrases beaucoup plus courtes. Il demande des choses, des consignes. Et on voit voilà, qu'il n'est pas dans le même style. Hein. L'impression que ça donne, c'est qu'il y en a un qui se battait un peu avec l'avion et l'autre à côté, il faisait un peu du jus de cerveau. C'est l'impression. Juste, vous vous rendez compte du nombre de conversations, du nombre d'échanges qu'il y a avec le contrôle. Vous, quand vous conduisez votre voiture, si vous avez une manœuvre à faire, un créneau, quelque chose d'un peu complexe, imaginez s'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de vous parler comme ça, comme ça, comme ça. D'où, je ne répéterai jamais assez, le Mayday et le contrôle stay out. Ou alors, quand on a quelque chose à dire, on lui dit, mais là, ça parle énormément, énormément. Bon, là, ils savent qu'ils vont à l'eau. Hein. Donc là, ils arrivent à tenir un peu du 700 pieds. Voilà, donc là. Là, pareil, est-ce que vous pouvez dire au Coast Guard, donc là, appeler un chat, we're gonna ditch launch the rescue helicopters. Hein, Coast Guard, pas Coast Guard. Alors c'est bien, il précisait Coast Guard, il doit connaître le terrain et les mecs sûrement, mais factuel, straight to the point, we won't make it, we're gonna ditch. Regardez, Sully, il a dit qu'ils n'allaient pas y arriver, qu'ils allaient se ditcher. Hein, au moins c'est clair. Road Express 810, the Coast Guard is on their way. Accessoirement, il y a également les bateaux qui peuvent vous secourir. On a 600 pieds en descente. I'd like the closest airport runway, please. Alors, ce sont des équipages qui connaissent très bien la zone, hein, puisque voilà, c'est là où ils volent tout le temps. Donc, il y a le terrain qui est juste à côté. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose au début, il aurait fallu tourner beaucoup plus court. Mais là, on est reparti pour à 600 pieds, pour on change de terrain, oui, non, écoutez ça. 500 pieds. Can you get that, Road Express 810? It's to your left, about 3 miles northwest of you. Là, ils essayent, je pense, ils commencent à tourner, ils essayent d'aller chercher. Road Express 810, the airport is about a 310 heading. Si vous êtes contrôleur, 9h, 10h, là vous voyez bien que le pilote, en termes de bande passante, il est complètement tunnelisé. On lui dit 9h, 10h, n'hésitez pas à lui donner un cap de suite, des choses qu'il sait faire. Donc là, il est obligé de le réclamer.
Alors, la fille, elle a pas l'air de bien connaître la zone. Pourquoi? Parce que c'est pas son terrain. Et du coup, elle s'est jamais dit que peut-être qu'un jour, il fallait envoyer un avion se poser sur ce terrain-là. Donc là, il faut être contrôle aérien. J'en ai déjà parlé avec certains, sur certains terrains. Je sais que voilà, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Un pilote, ça bouge. Un avion, ça bouge. Connaissez bien les terrains autour. Parce que dans un cas comme ça, c'est trop tard. Donc là, par exemple, même ce concept, que ce soit le pilote en panne, qui est maintenant à 500 pieds en descente, qui doivent changer de fréquence en panne pour aller faire allumer les lumières du terrain d'à côté, je pense que ça va faire plaisir au NTSB et je pense qu'à terme, à Honolulu, ils vont avoir la compétence et la capacité d'allumer ces lumières de Kaleola. Parce que si dès le début, ils disaient on n'a pas le terrain en vue ou tout, on lui avait allumé Kaleola, ils auraient peut-être eu la connexion neuronale et se seraient dit mais en fait c'est là, nous on va aller là, et ils auraient continué tout droit au lieu de faire du droite puis après du gauche. Donc voilà, en anticipation, c'est ce qui sauve des vies. Et là, dans ce cas-là, c'est moyen. Donc là, ils sont à 500 pieds, 150 mètres du sol, c'est un building. Et elle est en train de leur expliquer, il va falloir changer de fréquence pour qu'ensuite vous puissiez allumer les lumières en appuyant 5 fois sur votre clic. Là, elle doit se sentir seule, la pauvre. D'ailleurs, elle change de voix. Oh, Tower, this is 2-2. 2-2, Honolulu Tower. I was trying to call you on ground. It's ground now. Ok. No, I was kind of busy. Ok, très bien. Donc, vous avez vu, je vous ai parlé un petit peu des gros points. Là, on les voit clairement. Le Médéon, on n'a jamais entendu. Contrôle stay out. Prenez le lead, prenez le leadership. Vous voyez bien qu'à jusqu'à, on va dire, les 2 tiers de la vidéo, ça manque un peu de lead. Quand le commandant de bord, je pense que c'est le commandant de bord reprend le lead. C'est un peu plus impactant. La contrôleuse, elle n'a jamais vraiment eu le switch. Là, je passe en mode emergency. Voilà ce qu'on peut dire. Après, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on regarde un petit peu l'intervention des Coast Guard. Donc les Coast Guard, qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer? Ils vont nous expliquer que c'est un équipage de 2 formé à Pensacola. Moi, j'ai fait mes cours avec les Coast Guard quand j'ai fait tout ce qui est l'API, Aviation Pre-Flight Indoctrination. Après, ils volent à Whiting Field, où moi j'ai fait du T-34. C'est des mecs super. Eux, ils font du MH-65. Et pour un des pilotes, c'était sa toute première mission. Ils sont arrivés sur zone, ils ont vu les 2 pilotes, un qui était sur une cargo box, l'autre qui était sur la dérive. La dérive a coulé, le pilote essayait de surnager, ils ont envoyé le plongeur, ils ont récupéré un gars, puis le deuxième. Ils ont ramené vers l'aéroport au plus vite, ils sont posés sur un toit et tout pour décharger les personnes. Un des 2 était conscient, avait l'air de répondre aux questions de base, mais était en état de choc. Et après, ils nous expliquent un petit peu leur cursus, tout ça. Donc, un gros bravo à tous ces sauveteurs. C'est marrant parce que hier soir, on a justement rencontré des CRS de plage. On a rencontré des personnes qui gèrent tout ce qui est protection des plages. On ne remerciera jamais assez tous ces sauveteurs. Vous avez vu, hein, c'est une question de secondes. Je pense que si c'était dit de chez plus loin, ça aurait été plus compliqué pour eux, apparemment, vu ce qui est expliqué. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette analyse? Aviate, Navigate, Communicate, la gestion des paramètres. Il y a un accident de Mirage 2000 où ils ont fini par s'éjecter à très basse latitude. C'est pareil, ils n'ont jamais réussi à stabiliser les paramètres. Donc, stabiliser vos paramètres, c'est vital. Et derrière, prenez le lead dans des cas comme ça. Et on prend du lead en prenant du recul. En prenant du recul, on arrive à bien voir ses paramètres. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que l'entraînement est important. C'est pour ça que je me suis un peu énervé cette semaine sur le F-35 en Suisse. Non pas parce que c'est pas un bon achat. Moi, je pense que tous les avions font la mission et que ce F-35, eh ben, il fera le job, il sera intercepté. Mais parce qu'il ne faut pas vouloir faire passer plus de temps, faire perdre du temps de vol d'entraînement réel pour essayer de contrebalancer avec des heures de vol au simulateur et faire croire aux gens que le niveau derrière sera pareil. Il n'y a rien qui remplacera le vol. Vous avez vu là les situations réelles, c'est du stress. On ne peut pas vraiment recréer ça au simulateur. Les simulateurs sont très bien, mais ça a quand même ses limites. Donc ces situations-là, ça se prépare, ça s'anticipe, ça se visualise. Et je pense que la contrôleuse a pas mal de lesson learn et son équipe aussi pour ce qui est de l'allumage des feux à côté, pour ce qui est de pas mal de trucs. Voilà, je vous embête pas plus, c'est le week-end. Je vous dis fly safe. Rendez-vous sur maquin.tv ou pour j'ai pas mal de demandes de coaching en ce moment sur AT Teachable. Et le bouquin. Haha, toujours disponible. Je vous ai mis le lien en dessous. Débrief pour piloter votre propre aéronef. Allez, bon week-end et fly safe.